On vous informe, on débat, on vous éclaire quand on peut. Et ce soir, on va s'intéresser dans ce débat à ce que les Bleus ont apporté dans le regard des autres à la France. Le regard du monde aurait-il changé sur les Bleus? Et pour en parler, nous sommes avec Christian Penarguer, chef de la rubrique France à Courrier International, qui sort un très très beau dossier. Nous sommes également avec, bonsoir, je vous présente, bonsoir Alberto Toscano. Buonasera. Pardon? C'est Corentin. Corentin. Bonsoir Alberto Toscano, journaliste, écrivain italien, vous vivez depuis longtemps en France. Buonasera. Buonasera, l'Italie qui était totalement derrière la Croatie, vous nous confirmez? Disons trois quarts. Aux trois quarts derrière. Et on va voir avec vous les réactions que cela suscite en Italie. Nous sommes également au téléphone avec une consoeur du Sunday Telegraph, Anne-Elisabeth Moutet. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir. Ça nous intéressait de voir effectivement comment ce regard avait changé, puisque nous, là, en France, on a tendance à être un peu pessimiste, on a tendance à vouloir faire des interprétations trop vite ou trop tard autour de ce que le foot peut représenter dans notre pays. Ça a été une victoire cette fois-ci assez, j'allais dire, assez simple du point de vue sociologique, où les joueurs de l'équipe de France, dans un patriotisme naturel, ont endossé ce maillot avec leur deuxième étoile. En revanche, vous nous confirmez, Corentin, que dans le monde, il y a eu un effet d'analyse, un effet de regard qui a changé avec ce parcours de cette équipe de France qui a ébloui ou interrogé le monde. Évidemment, c'est tout de suite ce qui est ressorti dans la presse étrangère, alors un peu partout, que ce soit même en Afrique, dans les pays de l'Est européen, c'est les origines des joueurs de l'équipe de France. Ils ont eu avant tout leurs origines africaines, alors ça a été vu d'un point de vue positif en Afrique, bien sûr, où on a aussi fêté beaucoup ces Bleus-là, où on a fêté la diversité, la richesse culturelle de la France. Et alors, par contre, dans certains pays de l'Est européen notamment, ou même aux États-Unis, ça fait beaucoup polémique. On a décrié cette équipe qui n'était pas suffisamment française et trop africaine à leurs yeux. Voilà. Je vous cite par exemple le titre du grand quotidien du Burkina Faso que vous citez dans ce beau dossier de Courrier International. Si aucune équipe africaine n'a brillé, la victoire de la France est celle de l'Afrique par procuration. Propos évidemment de fierté, mais propos qui prend une autre dimension dans une Europe notamment du centre et de l'Est, et aujourd'hui d'Italie, Alberto Toscano, qui se replie sur elle-même, qui est traversée par des courants ultranationalistes, ou au contraire on dénonce, on ironise, ou on accuse même cette victoire de porter en elle des germes malsains. Vous avez raison sur le fait qu'une partie de l'opinion publique de la presse italienne, liée en particulier à l'extrême droite de la Ligue, ont ironisé sur la composition de l'équipe de France. Ceci dit, vis-à-vis d'une grande partie de l'opinion publique italienne et aussi des médias italiens, cette équipe de France a été un véritable exemple d'intégration. Et ce dont nous avons besoin en Europe, au-delà des polémiques quotidiennes et parfois stupides, ce dont nous avons besoin, vraiment besoin, est l'intégration. Et donc, le message est un message positif. Ceci dit, l'image de la France n'a pas changé pour autant d'un jour à l'autre. Les polémiques qui existaient, notamment sur la formation de l'Europe, la construction d'une nouvelle Europe, par rapport à la ligne politique du locataire de l'Élysée, existe encore entre l'Italie et la France, voire entre l'Allemagne et la France, la Grande-Bretagne et la France, l'Espagne et la France. Mais quelque chose de nouveau a été réalisé, cet acquis est un exemple d'intégration. Ce qu'on constate finalement, Corentin Penarguer, c'est que les lignes de fracture politique aujourd'hui en Europe se retrouvent dans les commentaires qu'on fait autour de cette équipe de France. Tout à fait. En fait, c'est devenu un symbole à l'étranger de l'immigration, qui est un débat très tendu partout en Europe pour le coup. Et si en France, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en France, on n'a pas fait un symbole de l'immigration justement. Absolument. Contrairement à 98, où on a essayé de relire les leçons et on a vu Le Pen au deuxième tour en 2002. Et ben là, à l'étranger, c'est devenu un symbole d'immigration réussie et d'un exemple pour l'avenir de la France. Est-ce que vous pouvez nous dire... oui, Alberto. Avec l'espoir que la France elle-même réfléchisse à ce symbole et évite de fermer ses frontières à Vintimille et à Modane.
Nous allons du côté de l'Angleterre, nos plus chers ennemis, souvent en sport. Anne-Elisabeth Moutet, j'ai le sentiment qu'en Angleterre, c'est aussi le climat parisien post-attentat de cette génération marquée par les événements terribles qu'on a vécus qui a frappé de voir une France qui se réjouissait. Alors, oui et non, parce que personne n'aurait eu l'idée en Angleterre, de la gauche à la droite, à dire qu'il y avait un rapport quelconque entre les attentats et des gens comme Mbappé, comme Varane, etc. Ça vient pas à l'esprit des gens. Hein. Je veux dire que... non, je ne parlais pas, Anne-Elisabeth, de l'aspect multiculturel de cette équipe de France, plutôt de ce sentiment de joie et de fête qui envahissait les rues de Paris pour une génération qui s'était plutôt retrouvée après des éléments de drame. Alors oui, certainement. Et puis c'est une équipe qui j'étais avec des Anglais qui s'intéressaient au football et donc les succès de l'équipe de France après le fiasco d'Afrique du Sud étaient quelque chose qui était très remarqué. On voyait que c'était une équipe jeune qui s'était réunie, qui travaillait en équipe. Les Français sont très bons en solo, mais en équipe ça varie. Et là, ça marchait très bien. Et puis ils ont joué du bon football. C'était très intéressant parce que ce match de finale contre la Croatie, qui sont une équipe qui a un jeu de milieu de terrain qui est presque comme du ballet. On se disait bon, ils vont peut-être gagner. Les bookmakers anglais, c'est que les Anglais aiment bien parier, les bookmakers anglais pariaient plutôt sur la France, mais ils se disaient il est possible qu'ils gagnent en faisant la forteresse, ce qui n'est pas rigolo à regarder. Et ce qu'ils ont vu, c'était quelque chose qui avait une espèce d'enthousiasme qui vraiment leur faisait dire les Français c'est la génération Macron quelque part aussi, c'est-à-dire ce sont des jeunes, ils sont enthousiastes, ils sont pas dans le cliché même du jeu de foot des Français. Et il y avait ensuite très visiblement cette espèce de plaisir qu'ils avaient à être ensemble, cet amour qu'ils avaient pour cet entraîneur qui avait déjà il y a 20 ans apporté une Coupe du Monde à la France. Et ce qu'on trouvait aussi, c'est qu'ils avaient un excellent esprit. Alors ça, c'était nouveau et c'était très apprécié. Quelque part aussi, les Anglais se sont dit qu'on les avait tout de même un tout petit peu vengés, alors ils étaient contents. Oui, puisque les Anglais sont fait sortir par les Croates. Anne-Elisabeth Moutet, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est contrairement à d'autres pays traversés aujourd'hui par le débat identitaire, en Angleterre, au contraire, équipe multiculturelle également, qui d'ailleurs véhiculait un peu les mêmes valeurs que cette équipe de France, une certaine jeunesse, une certaine joie de jouer, qui a ravi absolument tout le pays. Le débat multiculturel de l'équipe de France ne s'est absolument pas posé en Angleterre. Non, ça paraît. Je veux dire qu'en Angleterre, on a des lords de toutes les couleurs. On a, la question ne se pose pas. La question qu'on peut en revanche poser, c'est que penser du Brexit à côté de cette fête du football mondial. Mais les Anglais vous diront, écoutez, on a le Commonwealth, donc vraiment les questions d'intégration se posent très différemment en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne fait dans le communautarisme depuis des siècles. Quand il y avait un empire des Indes, vous n'aviez que 40 000 fonctionnaires et militaires britanniques qui tenaient tout le sous-continent indien. Le reste, c'était fait par les pays, les Maharajas, les régions, etc. Donc l'attitude française d'assimilation totale qu'on a retrouvée avec ces joueurs qui disaient vive la République, je suis français, qui chantaient la Marseillaise à la différence d'autres années, ça a été quelque chose qui a montré au contraire que le modèle d'assimilation français, qui est différent du modèle britannique et sur lequel on s'est posé des questions sur les deux modèles, juste alors c'est là où on peut effectivement parler des problèmes des attentats, ça peut marcher pour plus de monde qui sont muets, sauf quand on les voit gagner des équipes, que quand il y a des minorités qui, eux, au contraire, jouent sciemment à diviser la communauté nationale. C'est seulement dans ce sens-là qu'on aurait pu en parler. À l'inverse, en Italie, Alberto Toscano, on a une équipe très blanche, à l'exception de l'incontrôlable Balotelli, qui ne joue plus en sélection nationale. Il y a eu beaucoup de problèmes d'ailleurs de racisme dans les stades aussi en Italie. On est dans son rapport à l'équipe nationale et dans le rejet de l'équipe de France par une partie du public italien, dans un rejet de cette Europe multiculturelle que la France a représentée. Quelque chose a changé en Italie aussi sur ce terrain. Hein? Un joueur comme El Shaarawy est un joueur d'origine égyptienne et il joue dans l'équipe d'Italie. Balotelli a été éliminé de la formation officielle pendant quelques années, mais il va revenir avec Mancini, le nouveau coach de la sélection italienne. L'équipe d'Italie, quand même, est une équipe qui est en train de s'élargir sur le terrain de l'origine de ce joueur.
Ceci dit, le vrai problème n'est pas l'équipe d'Italie, et le vrai problème est la société italienne et son besoin de comprendre de nouvelles dynamiques d'intégration. Mais l'Italie, si vous permettez un mot au-delà du football... Mais le football nous révèle d'autres choses, et c'est pour ça qu'on veut en débattre ce soir. Le football est un révélateur extraordinaire des problèmes de la société, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais au-delà du football, aujourd'hui, l'Italie a la perception d'avoir été trahie par l'Europe sur le terrain de l'immigration. Et la rage, parfois, de certaines politiques italiennes trouve un écho dans l'opinion publique parce que cette opinion publique a cette perception très négative vis-à-vis des autres. Perception qui était aussi, Alberto Toscano, une réalité, puisque les migrants qui traversaient la Méditerranée arrivaient à Lampedusa, au sud de l'Italie, avec une Europe extrêmement démobilisée sur le plan politique, et qui aujourd'hui, du côté de l'Italie, en paye le prix. Nous allons nous intéresser à ce que nous disait Anne-Elisabeth Moutet sur notamment la génération Macron. C'est également le grand thème qui remonte dans le monde. On est ébahi par ce pays avec son jeune président, sa jeune équipe de France. On va décrypter ça dans un instant. Vous êtes bien dans Europe Soir. Et oui, de retour dans 30 secondes. À tout de suite. Et oui, même pendant l'été, Citroën reste toujours à vos côtés. Venez découvrir nouvelle berline Citroën C4 Cactus ultra confortable grâce à ses suspensions avec butée hydraulique progressive Citroën à partir de 179 € par mois, entretien et garantie 3 ans compris. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km, premier loyer de 2 400 € réservé aux particuliers jusqu'au 31 août, sous réserve d'acceptation crédit par détail sur citroën.fr. Europe Soir. François Claus. 18h42 sur Europe 1, la suite du fait du jour avec vous, François Claus. Et le fait du jour, on s'intéresse à la manière dont le monde nous regarde, nous, cette France, aujourd'hui championne du monde. Nous sommes avec Alberto Toscano, journaliste, écrivain italien, avec Anne-Elisabeth Moutet, journaliste au Sunday Telegraph, et avec Corentin Penarguer, je n'écorche pas son prénom cette fois-ci, chef de la rubrique France dans Courrier International, qui publie un très beau dossier sur les Bleus dans le monde. Et Corentin, il y a une autre constante qui revient depuis quelques jours, la jeunesse du président, la jeunesse de cette équipe de France, la jeunesse de ses supporters dans la rue. Ouais, tout à fait, hein, c'est un parallèle que nous, on ne fait pas forcément en France. On hésite un petit peu à faire cette image de Macron et des Bleus pour éviter toute récupération politique. Mais c'est vrai que la presse étrangère, elle fait le parallèle tout de suite, forcément. On l'a vu dès lundi matin dans les unes de la presse étrangère. Il y a une image qui a marqué forcément les journalistes étrangers, c'est celle de Macron quand il célèbre le premier but des Bleus en finale, où on le voit complètement euphorique. Il y a nos confrères de Die Welt qui titrent la Boom 2 en mettant une photo de Macron en train de danser notamment. C'est ça, et dans notre dossier aussi, dans le courrier, on publie aussi la une de ABC par exemple, qui a joué le conservateur espagnol, qui met Vive la France avec cette photo de Macron. Ouais, la même, donc exact. Eux, pour le coup, ils font le lien tout de suite. Ils voient, après de l'étranger, on voit beaucoup, c'est une question d'image, on voit la vitalité, la jeunesse française, et forcément le parallèle est très rapidement fait. Alberto Toscano. Si tu me permets, il y a jeunesse et aussi sagesse, parce qu'il y a quand même le revers de la médaille qui est la sagesse du sélectionneur français Deschamps, qui a été présenté comme un homme capable de rassurer, grâce à son expérience, une équipe de jeunes, dont l'équipe de jeunes a trouvé une étoile polaire dans l'expérience de son sélectionneur, et par contre, une figure de sélectionneur d'expérience capable, quelque part, d'influencer dans le bon sens sa propre équipe, a manqué à d'autres grandes équipes comme celle d'Argentine, qui a eu un sélectionneur totalement nul et qui a perdu. Et ne parlons pas de l'Espagne, qui a perdu également son sélectionneur, donc son directeur de conscience, son instituteur. Deschamps comme homme d'expérience à la tête d'une équipe de jeunes. C'était l'interrogation qui ressortait beaucoup avant le mondial. Tout le monde disait que la France avait une équipe extrêmement talentueuse qui, à chaque compétition, on se demandait pourquoi elle ne gagnait pas la compétition, en fait, comme ça a été le cas avec l'Euro ou même avec le mondial en 2014. Et l'interrogation, c'était Deschamps, est-ce qu'il est capable de rassembler? Est-ce qu'il est capable d'amener ces jeunes à se dépasser et à former un groupe? Et la preuve, c'est qu'il l'a fait, oui. Voilà.
Et il y a également toutes ces références à l'histoire française. C'est-à-dire, on avait vu dans les matchs avant, dans la presse belge notamment, avant le match contre la Belgique en demi-finale, les allusions à Napoléon, à Waterloo. Là, je vois les unes, par exemple, en Amérique du Sud, au Brésil, c'est Révolution française à la une. Ils aiment beaucoup ce terme-là de révolution. Hein. C'est vrai. En Amérique du Sud, beaucoup. Vu de loin, vu du Brésil, la France, c'est 1789 encore, c'est le changement permanent, ça reste dans l'esprit français qui se révolte. Et donc là, forcément, le parallèle aussi est facile à faire et ça donne de belles images et de beaux titres. Anne-Elisabeth Boutet, du côté de l'Angleterre, est-ce qu'on fait un parallèle entre cette France qui gagne et cette France qui voudrait faire revenir l'Angleterre en Europe ? Je pense que l'idée de faire revenir l'Angleterre en Europe, c'est un petit peu raté parce que le négociateur de l'Union européenne avec la Grande-Bretagne du Brexit, c'est Michel Barnier. Et que Michel Barnier, qui défend les intérêts européens, c'est une chose. Il a fait preuve d'une dureté dans certaines négociations qui a été totalement incomprise, en particulier pour ceux des Britanniques, puisque c'est presque moitié-moitié, qui eux voudraient revenir dans l'Europe. Par exemple, quand il a annoncé il y a une dizaine de jours qu'il n'y aurait pas de partage des informations de sécurité pour les questions de terrorisme entre Europol et la Grande-Bretagne après le Brexit, on se dit que les terroristes, ils se fichent totalement de savoir si la Grande-Bretagne était membre des 28 ou des 27 ou pas. Et donc, il y a tout de même une impression que la demande de départ des Britanniques a été mal accueillie. Je dirais, parce que ça va être un horrible bémol, mais tout de même, qu'il y a une chose qui a beaucoup choqué les Britanniques, c'est les débordements de certaines femmes après la victoire. L'idée qu'à 200 mètres des Champs-Élysées, on puisse piller des boutiques, qu'on puisse casser des choses, et que tout ceci se passe sans intervention policière, a considérablement choqué les Britanniques, qui se rappellent des événements plus dramatiques à une période où la France était plus déprimée, et il se dit, ce sont des choses qui n'arrivent pas en Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'il y a eu des émeutes, mais des choses presque quotidiennes où la loi n'est pas respectée est quelque chose qui les surprend considérablement. Ça a donné l'objet de réflexion de gens qui n'en comprend pas. Oui, absolument. On est tellement loin de ça en Angleterre, mais on est un pays beaucoup plus sportif et on sait donc, en tant que pays sportif, accepter d'une certaine manière la défaite côté anglais. Corentin ? Oui, pour rebondir là-dessus, même au-delà de l'Angleterre, aujourd'hui on a passé sur le site de Courrier International un article, un éditorial canadien qui était très choqué des agressions sexuelles qu'il y a eu en marge des célébrations en France de la Coupe du Monde. Et voilà, à l'ère de MeToo, ça ne passe plus. Alors, il dit bien sûr qu'en 90, il y a sûrement eu ce genre de choses, mais qu'aujourd'hui, il y a un retentissement bien plus important et qu'il espère que la France fera bouger les choses et qu'il y aura des sanctions. C'est effectivement un très gros bémol à ces célébrations. Alberto Toscano, cette image d'une France qui savait se réunir et qui s'est réunie aux yeux du monde avec une telle force après des moments dramatiques, mais qui sait aussi, dans cette génération-là, se réunir enfin dans la joie, c'est quelque chose qui a énormément marqué l'opinion mondiale. Oui, sans aucun doute. La joie française du jour après la victoire a été à la une de toute la presse mondiale, je crois. Sans doute, elle a ouvert beaucoup de journaux télévisés italiens. Et chaque grande chaîne de télévision italienne avait voire un correspondant, voire un envoyé spécial sur les Champs-Élysées. Évidemment, la presse italienne aussi a parlé des violences qui se sont enregistrées. Mais là, il faut dire, et certains commentateurs l'ont dit en Italie, que les tifosi, malheureusement, sont violents. Il y a une composante, pas tous, mais il y a malheureusement une partie de stupidité et de violence parmi les tifosi dans chaque pays du monde. Qu'est-ce que les Britanniques ont fait, ma chère Anne-Elisabeth? Les Britanniques se battent violemment entre eux. Ils ne pillent pas les magasins. Non, il se limite à tuer 40 personnes à les ailes de Bruxelles à la finale de la Coupe. Oui, alors là, on reparle à Alberto Toscano. On déborde un petit peu sur l'événement des années 80. Mais oui, et puis pour avoir suivi beaucoup de matchs en Angleterre, c'est un pays aussi où on sait encourager le mouvement hooligan qui a traversé l'Europe au milieu des années 80 a été en partie éradiqué ou s'est reporté. La violence est présente partout. La violence est l'ennemi du sport partout. Et parmi les tifosi de chaque pays, à commencer par l'Italie, en passant par la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qui vous voulez, la Russie, l'ex-Yougoslavie, les pays de l'ex-Yougoslavie, il y a une composante de violence qu'il faut isoler, condamner et poursuivre.
C'est ce que disent d'ailleurs les éditoriaux qui remontent notamment du Canada aujourd'hui. Corentin, un petit mot sur les unes russes quand même. C'était le pays qui nous recevait. Comment la Russie a accueilli de son côté cette victoire française? Eh ben, ils crient vive la France, tout simplement. Il y a une extraordinaire là en bleu, blanc, rouge avec le portrait de tous les joueurs. C'est la une de quel journal? Sport Express, qui est le grand quotidien russe de sport. Et parce qu'en fait, voilà, simplement les Russes, ils étaient contents d'accueillir l'événement, ils étaient contents que ça se passe bien, qu'il y ait du beau jeu. Et voilà, ils constataient simplement que les Français étaient les plus forts, la meilleure équipe, et qui a marqué plein de buts et qui a fait un beau mondial. Et c'est vrai que l'image qui en ressort est très belle, donc les Russes étaient contents aussi. Bon, Alberto Toscano, il nous tarde de revoir l'Italie en Coupe du Monde, je vous rassure. Une Coupe du Monde sans l'Italie n'est pas vraiment une Coupe du Monde. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'être venus sur Europe 1. Anne-Elisabeth Moutet, on vous lit dans le Sunday Telegraph. Ciao Anne-Elisabeth. Corentin Penarguer. À bientôt. Corentin Penarguer à lire le très beau dossier donc dans le dernier numéro de Courrier International. Et puis Alberto Toscano, il faut relire votre très beau livre Un vélo contre la barbarie nazie, l'histoire extraordinaire de monsieur Gianni Bartali. On est en plein Tour de France là en ce moment et c'est le moment ou jamais qui est publié chez Armand Collin.